arrêtons de vouloir faire voir le monde par nos yeux à nos enfants. Ils vont regarder le monde avec leurs yeux, c'est déjà énorme. Les accompagner à avoir une autonomie de pensée, une réflexion. Attention à ne pas confondre avec la fusion et la démonstration d'amour. Pour moi, dire à son enfant qu'il est beau, qu'elle est belle, qu'on l'aime, lui donner voilà ce coussin, moi j'appelle ça ce coussin, de choses positives autour, tout en laissant faire les expériences. Merci de votre fidélité, bienvenue pour une nouvelle émission. Nous allons danser avec la Louve. Tout un programme. On va parler de libération émotionnelle par le mouvement et on va parler avec quelqu'un qui a un parcours de vie très inspirant. C'est le principe de cette émission. Elle s'appelle Aurélie. Aurélie Arnaud est installée sur les canapés avec son feutre vêtu. Tout à fait. Bonjour Aurélie. Bonjour. Merci infiniment d'être là. Merci de te raconter. Merci de nous dire un petit peu quel est ton parcours de vie. Pourquoi danse avec la Louve ? Parce que la danse, bon déjà, voilà, on en parlera beaucoup. Ça a été un petit peu ma libération à moi. La louve parce que c'est mon animal totem. Ah. Voilà. Tu nous expliqueras comment tu l'as découvert cet animal totem. Bien sûr, avec grand plaisir. Important. Donc voilà, mixer les deux. Un jour, j'ai fait danse avec la louve, c'est plutôt pas mal, et j'ai créé l'Instagram à ce moment-là pendant le confinement. Et le petit clin d'œil à Danse avec les loups. Eh bien, évidemment. Évidemment, bien sûr. Célèbre film avec c'est Kevin Costner, entre autres. Alors, Danse avec la louve et la louve et la libération émotionnelle par le mouvement, la danse donc, en l'occurrence. C'est pour ça qu'on a mis ce petit visuel. Libération émotionnelle par le mouvement avec Aurélie Arnaud. Alors, le parcours de vie, est-ce que c'est facile de parler de soi ? Pour moi, ça l'est. Parce que, bon, après, j'ai commencé le théâtre, j'avais 7 ans, donc le fait de s'exprimer devant un public, au bout d'un moment, ça devient assez facile. Parler de soi, au début, c'est pas forcément évident, surtout sur des moments un peu clés de ma vie. Maintenant, après, ça me sert à accompagner les gens aujourd'hui dans leur chemin, en fait. Alors, ces gens, ce sont ces femmes. Ce sont ces femmes, oui, Et tu parles des femmes en disant « J'accompagne les femmes qui ont tout sacrifié ». Oui, tout sacrifié. Qui ont sacrifié en particularité leur place, la libération de leurs émotions et leur authenticité. Est-ce que tu sais pourquoi elles se sont sacrifiées de la sorte ? Surtout pour répondre aux besoins des autres. Penser aux autres, c'est un petit peu voilà le sacrifice, la sauveuse. Et puis après, on peut en découler la bonne maman, la bonne copine, la bonne fille, etc., etc. Donc c'est ce que tu as été ? C'est ce que j'ai été, oui. Ouais. Et c'est ce qui t'a aspirer dans les abîmes ? Alors, aspirer dans les abîmes, j'irai pas jusque-là, mais un petit peu quand même marqué, et puis faire en sorte qu'à un moment donné, j'aime bien cette phrase-là, de prendre les rênes de ma vie, même si j'ai jamais fait de cheval, et de décider de célébrer mon âme, en fait, de célébrer celle qui vraiment, celle que j'étais, quoi, à 100%. Alors tu parles effectivement d'accompagner ces femmes qui ont sacrifié leur authenticité, l'expression de leurs émotions et leur véritable place pour répondre aux besoins des autres. Et ça existe encore, ça ? Alors c'est de constater que c'est pas que les femmes, puisque j'accompagne aussi des hommes, mais je suis plus sur le féminin, effectivement, mais j'accompagne des hommes. Ça existe et ça existera malheureusement encore pendant longtemps. Parce qu'on a le sentiment, je parle souvent, moi, alors c'est une manière un petit peu caricaturale et provocante du girls power, tu vois, on sent bien qu'aujourd'hui, il y a l'émancipation, enfin l'égalité homme-femme, je veux dire, quand on ose dire qu'il n'y a pas d'égalité homme-femme, je veux dire, on a l'impression de parler d'un autre siècle, quoi. Hein. On est d'accord. Et pourtant, ça existe encore, hélas. Mais j'ai l'impression que les femmes prennent largement leur place maintenant. Alors les femmes prennent le pouvoir. Maintenant, il y a quelque chose de relatif à l'histoire personnelle et à l'histoire familiale. Pour ma génération, on est quand même encore sur une éducation patriarcale, déjà, ou aussi une bonne claque aux fesses
était de mise et ne posait pas de problème. La fessée. La fessée, Ouais, la claque, hein. voilà, on a tous eu. Ouais. Et puis aujourd'hui, on entend les grands-parents dire oui, enfin bon, ça t'a pas empêché de marcher droit ou ça t'a pas fait de mal ou choses comme ça. Donc de minimiser cette maltraitance, parce que ça reste de la maltraitance. Et puis la maltraitance verbale aussi. Moi, j'ai un peu connu les deux. Alors, on va y aller doucement. J'étais pas une enfant battue non plus. Non, parce que quand tu parles de ton enfance, tu dis que tu as été particulièrement choyée quand même. Oui, j'ai été choyée, mais dans un cadre qui était pas forcément, comment je pourrais dire, j'étais une enfant malade en fait, donc j'étais choyée parce que quelque part il y avait ce terrain-là. On va en parler de cette maladie évidemment, maladie génétique du sang. Voilà, c'est ça. Donc aujourd'hui, non, on retrouve encore des personnes, parce que je généralise hommes-femmes, qui pleuraient. Et puis pour un homme, pleurer, c'est voilà, le père, le fils. Oulala, c'est une faiblesse encore. C'est la vulnérabilité. J'irai encore plus loin. Se montrer vulnérable aujourd'hui, mais c'est tout un process. Et j'accompagne beaucoup là-dessus. Et souvent, c'est ce qu'on va aller tirer, la vulnérabilité. Et là, c'est non, moi je veux pas me montrer vulnérable parce que je donne le bâton pour me faire battre. Mais la vulnérabilité, c'est l'humanité en fait. C'est ça qui est le plus beau, c'est de se montrer sous toutes ses facettes. Donc toutes les facettes de ses colères, ses peurs, ses tristesses, ses joies. Est-ce que colère, peur, tristesse, joie, c'est aussi la vulnérabilité? Oui, bien sûr, c'est montrer toutes ses émotions. Il y a des gens parfois, ils me disent moi, faut pas trop que je me montre trop joyeux parce qu'on me dit que je suis trop heureux ou trop heureuse ou trop enflammée, exubérante. Exubérante. Moi, on me l'a dit quand j'étais il y a des années de ça, j'ai été plaquée comme ça par un jeune homme dans mes premières années. T'es trop exubérante. Ah. Désolée de vivre un petit peu. Désolée d'être un peu joyeuse. D'être moi. Oui, voilà, d'être moi totalement. Donc tu vois, non, ça reste, ça perdure avec cette histoire familiale, avec ce terrain familial, et pas que, avec aussi les lignées. Transgénérationnel. Alors ça, c'est cadeau. C'est cadeau. Alors on va voir ton parcours de vie. Et effectivement, tu parles de cette maladie génétique du sang qui touche les globules rouges. Oui. Et donc, tu parles de cet enfant surprotégé que tu as été parce qu'il fallait compenser, évidemment, par rapport à cette maladie, j'imagine. Alors, fallait compenser. Je pense qu'il fallait surtout répondre, en tout cas de la part de ma maman, à une peur, en fait. Aujourd'hui, je la comprends beaucoup mieux puisque je suis maman d'un petit garçon de 4 ans et j'avais une chance sur 2 pour lui transmettre cette maladie. Et malheureusement, il l'a. Voilà. Mais je la gère de manière totalement différente puisque déjà, 1, je l'ai vécu. Et puis de 2, j'ai vécu aussi les angoisses de ma mère et la projection qu'elle faisait sur moi de cette maladie. Donc j'étais un peu, j'étais enfermée quoi. J'étais très enfermée parce que donc c'est une maladie génétique qui s'appelle, pour les médecins qui vont peut-être nous regarder, le Minkowski-Schoffer. Okay. Donc c'est une sphérocytose héréditaire qui fait que les globules rouges sont beaucoup plus fragiles, donc ne sont pas filtrés correctement par la rate. La rate va gonfler, va devenir beaucoup plus grosse qu'une rate normale. Et lors de moments infectieux ou bactériens, on va moins bien s'en remettre. Okay. Et donc, on a aussi une maladie de Gilbert, très sympathique, qui crée des calculs dans la vésicule. Voilà, on ne fait pas les choses à moitié avec cette petite pathologie. Et ça, c'est génétique. Et ça, c'est génétique. Sauf que on peut la déclarer ou pas. Donc mon père ne l'avait jamais déclaré, donc on ne savait pas. J'ai une grande sœur de 10 ans et demi de plus que moi, qui naît totalement saine, non porteuse. Et moi, 10 ans et demi après, je nais, et pendant les 4 premières années de ma vie, apparemment, la légende raconte que c'était l'enfer, que j'allais tout le temps à l'hôpital, que j'étais très jaune, que je me remettais jamais des petits rhumes, des grippes et des choses comme ça. Donc de fait, j'ai été très couvée. Et puis à 4 ans, j'ai fait un épisode d'hémolyse en fait, donc là ça fait anémie et hémolyse, donc on fait de l'anémie plus on détruit les globules rouges, et là ils ont dit genre on va peut-être aller regarder sur le terrain génétique, et ils ont découvert cette maladie qui aujourd'hui avec mon fils que tu gères. Je gère total puisqu'on a été au courant qu'il l'avait à 3 semaines de vie. Et à 4 semaines il a eu sa première transfusion. À quel âge on te signale et on te fait comprendre que tu as cette maladie génétique? Moi, on me la fait pas comprendre du tout. C'est une très bonne question, tiens, qu'on m'a jamais quasiment posée. On me le fait pas vraiment comprendre. Je comprends parce que je ne vais pas au goûter d'anniversaire, je ne fais pas de sport, je ne vais pas à la montagne, ou très peu.
Très très vite, on dit à mes parents non, la montagne, Oui, parce que oui, ça génère ça génère des globules des rouges. globules rouges. Ouais. Elle peut pas prendre l'avion, par exemple. Ouais. Alors Ah qu'aujourd'hui, oui, c'est quand même assez handicapant. alors ça peut être handicapant si ça avait été pris, plus tôt. Ok. Je pense. En tout cas, moi, je le vois avec mon fils. Maintenant, après, évidemment, la science a avancé. Bon, il est sous traitement, tout va bien. Et non, je me sens totalement un peu outsider, quoi. C'est-à-dire que je suis jaune de peau très vite. Je me fatigue beaucoup. Je cours 100 mètres. Je suis comme ça. Et puis voilà, je suis très en retrait des autres enfants. Et je reçois pas beaucoup d'amis à la maison. Et puis, comme je te dis, voilà, pas de goûter d'anniversaire, de trucs de Donc machin. ça interroge. Ouais. Et puis, je rentre à l'école au CP. Je ne vais pas en maternelle. Voilà. Ah oui. Parce tu arrives que chez les grands tout de suite. Ah oui. À 4 ans et demi, j'ai 1 an et demi d'avance, un truc comme ça, j'arrive au CP. Puis dans une école privée, avec peu d'effectifs, etc. Machin, donc vraiment un cocon, trop de cocon, tue le cocon. Donc ça veut dire que cette maladie affaiblit ton système immunitaire? Oui, totalement, ouais. Ouais. Donc tu grandis avec ça? Donc je grandis avec ça, j'ai des crises, moi je dis toujours qu'à 6 ans, j'ai vu le soleil se lever, quoi. Des crises de mal de ventre atroces, tantôt ma rate gonfle et ça me fait atrocement mal, tantôt c'est des calculs dans la vésicule, donc pour ceux et celles qui ont connu des crises jusqu'au jour où voilà, elle se bouche et je deviens orange comme ta petite lampe. Voilà, j'ai 13 ans. Et donc là, opération de la vésicule en 2 fois et puis à 15 ans, opération de la rate. La rate à 15 ans. Et ça m'isole vraiment et en même temps, maintenant avec le recul et le travail que j'ai pu faire là-dessus, c'est un cadeau. Ouais, c'est ça qui est extraordinaire. Et c'est pour ça que je suis très content de t'accueillir sur ces canapés, parce que tu dis merci. Oui. Merci à cette pathologie. Oui, carrément. Parce qu'elle a fait ce que tu es aujourd'hui. Bah déjà c'est ça, tous ceux qui ont vécu quelque chose comme ça disent la même chose. Quand on est dans... Voilà, alors l'autre jour, j'ai dit quand on est dans l'œil du cyclone, c'est beaucoup plus difficile. Mais on m'a dit, mais attendez, non, l'œil du cyclone, c'est là où il fait bon. Dans l'œil du cyclone, il fait bon. C'est autour, c'est compliqué. Et quand on est dans l'œil du cyclone, proprement dit, il n'y a plus rien qui bouge et tout va bien. Donc toi, tu dis merci. Et tu dis, c'est ce qui a permis très vite d'être connecté à ce que j'appelle le monde invisible. C'est-à-dire c'est-à-dire entendre des choses, ressentir des choses, parfois voir des choses. Clairaudience. Ouais. Et c'est très déstabilisant pour moi, ça, tout de suite, parce que je me dis pas est-ce que je suis folle ou quoi, ça fait partie aussi de mon monde imaginaire, quoi. Donc c'est qu'après où je capte que OK, en fait, c'est plus grand que moi et ça veut peut-être communiquer d'une certaine manière et que je ressens des choses peut-être que si je vais par là, ça peut ne pas être cool. Ça, c'est l'adolescence? Ça, c'est la préadolescence. OK. La préadolescence. Et puis il y a un événement très marquant dans ma vie, c'est que je perds mon grand-père. J'ai, je crois, 10-11 ans, quelque chose comme ça. Et en 2018. Ouais, non, 2018, ça c'est mon papa. Oh, pardon. Non, ton mais... papa. Oui, exact. Pardon. À 10-11 ans, je perds mon grand-père et à ce moment-là, alors pas que mes parents sont des grenouilles de métier, loin de là, mais je suis dans des écoles privées, donc je gravite un peu sur tout ce qui est catholicisme et tout ça. Donc à ce moment-là, je veux être nonne. Ah oui. Ce qui est totalement, on va en parler après, mais alors, ce qui est à l'opposé de ce que tu es devenu. Totalement, on est bien d'accord. Alors je ne prie pas tous les jours, mais voilà, Dieu est là pour moi. J'ai la foi pour moi. Mon grand-père s'en va et ça me pète la foi en deux. Direct. C'est le pourquoi. C'est le pourquoi, c'est le comment, c'est le tout, quoi. Et mon grand-père, c'était tout pour moi. C'était vraiment il s'appelait Abel, mon fils s'appelle Abel, quoi. Merci la transmission. Après, je l'ai su. Tu t'es pas posé la question? En fait, c'était tellement évident que si j'avais un garçon, j'allais l'appeler comme ça, que je me suis dit, bon, écoute, il fera son chemin. Et c'est pas grave. Et manque de peau, on lui a donné en plus derrière les 2 prénoms des grands-pères, donc de mon père et du... Non, magique. Alors pour quelqu'un qui très tôt non, mais on est d'accord. était connecté au monde invisible, t'aurais pu te dire, le jour où tu as ce petit garçon, tu vas peut-être pas faire ça. Non seulement il va choper la maladie génétique que tu as,
Mais C'est en ça. plus de ça, il a du transgénérationnel C'est avec ça. ses grands-parents C'est ça. paternels. Non, bon, écoute, Tout va bien. ouais. C'était grands-parents maternels, hein, pour le coup. Ouais, maternels. Donc même, de toute façon, il y a des histoires quand même assez... Mais bon, mon grand-père était quand même... voilà, une figure pour moi. Et quand il est parti, ça a été le drame de ma vie. Le premier drame de ma vie. Donc, et c'est là où, voilà, là, la bascule s'est faite. Je me suis dit, OK, il y a autour, invisible, là-haut, il n'y a plus rien pour moi. Et c'est pour ça que quand j'ai commencé vraiment, il y a plusieurs années de ça, à faire des voyages au tambour, et pas forcément partir en bas, mais plus en haut, que tout d'un coup, j'ai découvert un peu tout ce qu'il y avait là-haut, et là, je me suis dit, OK, bon, ça va, là-haut, il y a de quoi. C'est tellement beau, tellement fort. Donc, OK, ça a refait un petit équilibre. Mais à ce moment-là, voilà, pré-ado... Est-ce que tu perçois ton grand-père? Je l'ai perçu. Je l'ai même aperçu. Je l'ai ressenti pendant plusieurs années et à un moment donné, j'ai dit: «Tu vas arrêter là», parce qu'en fait, j'avais l'impression de tenir un peu un ballon de baudruche, tu vois, par une ficelle. Et je me suis dit: «Lâche la ficelle, il sera là de toute façon, il est toujours là». Et tu décides de lâcher pour lui ou pour toi? Pour les 2. Pour les 2. Donc voilà. Et c'est vrai que c'est une prise de conscience aussi que je fais beaucoup plus tard. Et qui a été, qui m'a beaucoup aidée aussi quand mes parents sont partis. Oui, c'est ça aussi, c'est un autre drame. Évidemment, 2018, on l'évoquait. Évidemment, 2018, il y a le décès de ton père. Mon papa, ouais. Et un an après, le décès de ta maman, dans la foulée. Voilà. Et je suis enceinte à ce moment-là. Et tu es enceinte puisque le petit garçon arrive en 2019. Oui, tout à fait. Quelques mois après le décès de ma maman, ouais. Ça commence à faire beaucoup quand même, hein? Alors, de 2017 jusqu'à à peu près, je dirais 2021, ça a été vraiment une période... un peu... Oh bah, j'ai pas de mots. Un peu pourrie. Ouais, très très dur. Où j'en tire vraiment les bénéfices, si je puis dire, que maintenant. Voilà, depuis un an et demi, où... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu commences à comprendre que tu devais en passer par là pour exister, pour te construire. Ouais. Relation très fusionnelle avec ma maman jusqu'à ce que je parte du domicile familial, mais même avant, ça commençait déjà à partir en autre boudin parce que très... voilà, avec cette maladie, ce qu'elle projetait sur moi, outre la maladie aussi. Et je me suis dit, quand elle est partie, il fallait que je sois enceinte et qu'elle s'en aille. Alors ça a été très dur quand même, malgré tout, évidemment. Je me suis dit, si elle avait été là, quand je passe ce cap de la maternité, je sais pas comment je l'aurais vécu. Parce que j'aurais eu des critiques, des trucs, des machins, tu fais pas comme ci, tu fais pas comme ça, tu dois faire comme ci, tu dois faire comme ça. Zut, flûte, hein, pour pas dire autre chose. Je fais comme je peux et je fais comme je veux en tant que maman. Voilà. Et aujourd'hui, j'entame un travail où je travaille sur cette relation à ma maternité et à ma mère, parce que je me suis rendu compte qu'en fait, aujourd'hui, je suis en compétition avec ma maman. Voilà. Ouais, ce travail de psy? Alors, coach, psy, tu peux l'appeler comme tu veux. Voilà, c'est rejaillir le fait que effectivement il y a une dualité. Ouais. Alors c'est ça toute l'ambiguïté, c'est qu'il y avait ce côté très fusionnel avec ta maman, qui est aussi une dualité. Oui. Et puis de voir aussi que j'essaye d'être c'est pas fusionnel avec mon fils, mais mon fils, à son âge, j'ai pas fait le tiers du quart de ce qu'il fait aujourd'hui. Quand il tombe, je saute pas en mode genre c'est le drama, quoi. Au contraire, tombe, mais relève-toi, mon fils. Et ça, moi, j'ai énormément manqué de ça. Avec un papa médecin, pas énormément présent, mais qu'avec une grosse histoire familiale aussi. J'ai choisi des parents qui sont nés avec 2 grosses culpabilités. Mon papa d'avoir tué sa maman à la naissance, puisque ma grand-mère paternelle est décédée quand mon papa avait 2 mois. Et ma mère est née dans un foyer de résistants. Donc mon grand-père, dont on parlait tout à l'heure, avait été décoré de la Légion d'honneur par De Gaulle. Ils font un enfant sur le tard, et en fait, elle naît fille, alors qu'il voulait un garçon. Donc oui.
Il y a rejet, enfin rejet. Donc il y a rejet. Il voulait l'appeler Christian, il l'a appelé Christiane. Enfin, tu vois. Waouh. Donc on est sur quand même du Il y a du lourd lourd, à travailler. le dossier Mais ce qui aujourd'hui est hyper intéressant, c'est-à-dire que effectivement, moi jeune adulte, je rejette tout en bloc. Voilà, l'adolescence et jeune adulte, j'ai pas encore ce recul-là en fait. Qu'est-ce que tu conseilles à toutes ces mamans dites fusionnelles? De lâcher. Alors déjà de lâcher prise en fait, parce que c'est pas un cadeau. C'est pas un cadeau pour l'enfant en fait. L'enfant, il a besoin d'autonomie. Et dans le monde dans lequel on vit, il y a l'autonomie et la liberté, pour moi, c'est fondamental. Déjà, ça fait partie de mes valeurs fondamentales. Et je trouve que pour un enfant, c'est hyper important parce que arrêtons de vouloir faire voir le monde par nos yeux à nos enfants. Ils vont regarder le monde avec leurs yeux. C'est déjà énorme. Les accompagner à avoir une autonomie de pensée, une réflexion. Je te donne un exemple là parce que ça me vient comme ça, mais moi un jour ma mère me dit ça m'étonne pas que tu votes à gauche, t'as vu avec qui tu sors? Aucun rapport en fait, parce que je suis intermittente du spectacle et que je sors avec quelqu'un qui vote à gauche, que forcément je vote à gauche, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je n'ai pas ma manière de penser propre. Tu vois ce que je veux dire? Je te parle de la politique, mais ça peut être pour tout n'importe quoi. Mais là, c'est une maman hyper intrusive. Oui, mais bien sûr. On n'est plus sur voilà, une maman fusionnelle, c'est au-delà. C'est au-delà, ça va au-delà. Parce que la connotation fusionnelle est une connotation positive quand même. Alors ça dépend. Ça dépend. Parce que la fusion avec son enfant, pour moi, c'est important dans la première année, voire la deuxième année de vie. Après, savoir lâcher du lest au fur et à mesure. Mais être trop fusionnel, moi j'en ai connu des mamans parce que, de petits copains à moi, enfin de relations qui avaient des mamans fusionnelles avec leur fils. Merci beaucoup quoi. Hein, la mère louve, c'est marrant. Bah oui, en mais plus, oui. ça n'a. Mais en même temps, si on regarde en fait la louve, elle est pas du tout comme ça. Elle est pas du tout comme ça. Elle laisse beaucoup d'autonomie à ses petits finalement dans la nature. Ouais. Donc ça peut être étouffant au bout d'un moment. Certains vont te dire, ou certaines mamans vont te dire, mieux vaut trop que pas assez. Alors, attention à ne pas confondre avec la fusion et la démonstration d'amour. Quelle nuance tu peux pour nous moi, expliquer? dire à son enfant qu'il est beau, qu'elle est belle, qu'on l'aime, lui donner voilà ce coussin, moi j'appelle ça ce coussin, de choses positives autour, tout en laissant faire les expériences. Pour moi, il y a une différence entre voilà, communiquer des choses positives à son enfant et par exemple choisir pour l'enfant. Alors, toute proportion gardée et tout dépend de l'âge, bien évidemment. Mais laisser le choix, pour moi, c'est fondamental. Parce que ça va apprendre aussi à l'enfant à dire, OK, ça, je suis OK, ça, je suis pas OK. Et ça va pouvoir lui permettre aussi, forcément, d'exprimer ses émotions. Ça, j'aime pas, je suis en colère, enfin, voilà. Et la fusion, pour moi aussi, ça permet d'éviter de transmettre nos soucis. Donc, de faire vraiment une différence entre, OK, c'est ton histoire, c'est mon histoire. Quand mon fils, par exemple, est hyper en colère, et là, en ce moment, on vit vraiment un espèce de truc à 4 ans où mon fils est très en colère. Lui, c'est la colère. Il y a 3 émotions primordiales chez l'enfant qui vont se développer très fort à cet âge-là. C'est ou la colère, ou la tristesse, ou la peur. Lui, il est vraiment dans la colère. Et je l'accompagne là-dedans. Mais des fois, je lui dis, tu sais quoi, je te laisse vivre ta colère, ça ne m'appartient pas, en fait. Il comprend. Oui. Elle s'appelle Monique, sa méchante colère. Sympa. On lui a donné un petit prénom. C'est génial. Voilà. Ça aussi, c'est une astuce? Oui, c'est une astuce. C'est une astuce. Et moi, par exemple, mon impostrice, alors pas ma colère, mais mon impostrice, elle s'appelle Josiane. Je sais pas si je te... Non. C'est génial. Mais voilà, quand elle débarque, je peux être un peu vulgaire ou pas, je sais pas. Oui, je bien lui sûr. dis chut pour pas lui dire autre chose. Je lui dis bon, ta gueule Josiane, quoi. Fous-moi la paix, quoi. Le t'es pas capable, le tu pourras pas, le t'es pas assez ci, t'es pas assez là. Donc donner un prénom à
Son ressenti À son négatif. ressenti négatif, ouais. Quelle bonne idée. Sa colère, sa peur, voilà. Bon, ça m'a été transmis par une de mes coachs, Christelle Carolac, hein, pour lui faire un petit clin d'œil. Ouais. Mais ça a été transmis aussi par, voilà, j'ai lu beaucoup de choses là-dessus, pour les enfants aussi, de les identifier à quelque chose, quoi. Parce que la colère, c'est quand même un sentiment, une émotion, du moins, pardon, qui peut être positive aussi. La colère, elle peut te forcer à avancer. Mais en revanche, la vilaine colère, elle va aller nourrir des bonnes choses, des mauvaises choses, pardon. Je vais l'appeler Georges. Georges, ok, très bien. Ferme-la, Georges. C'est qui, Georges? Ferme-la, Georges. Voilà. Non, mais c'est une bonne astuce, en tout cas. Le fait de connaître le théâtre, la danse, c'est ce qui va complètement t'ouvrir des champs de possibles et t'émanciper et enfin être ce que tu es. Totalement. Je commence le théâtre, j'ai 7 ans. Je crois que je suis en CM1, je crois, ou en CE2, je sais plus. Bon, bref, très tôt en tout cas. Je suis pas forcément timide, j'adore faire des spectacles depuis que je suis toute petite, mais je suis un peu, dans mon prisme en tout cas, comme une... ma sœur a 10 ans et demi de plus que moi, donc j'ai pas énormément d'interaction avec elle à ce moment-là. Et donc le fait de pouvoir jouer, de pouvoir aussi nourrir tout mon imaginaire, etc. Et puis le théâtre, voilà, pouvoir faire la folle et pouvoir m'exprimer sans qu'on me dise tu te mets dans un coin et tu te tais. Voilà, ça a été un petit peu ça aussi. Ça a été vraiment une grande découverte. La danse, ça s'est fait en 2 temps. J'ai commencé la danse, j'étais petite, hein, un peu comme toutes les petites filles, et malheureusement, j'étais malade. Donc, au bout d'un moment, mon corps, il a fait stop. Tu peux pas tenir le pavé, c'est pas possible. Et à 15 ans, quand je me suis fait opérer de la rate, là, ça a été la renaissance, quoi. Donc, je faisais toujours pas de sport au collège. Mais à ce moment-là, mon corps se transformait en fait. On m'enlevait cette espèce de plomb qui me pourrissait la vie. Et tout d'un coup, je pouvais faire du sport, de la danse, faire plein de choses. Vivre physique, parce que on dit toujours qu'il faut faire des activités physiques, mais oui, parce qu'en fait, bouger le corps, ça décristallise beaucoup de choses. Et donc là, quelques années plus tard, en fait, j'ai fait pas mal de trucs après le bac pour faire plaisir, encore une fois. Et puis un jour, je rentre d'un stage de danse et je dis à mes parents, c'est ça que je veux faire, en fait. C'est ça que je veux faire. Et tu vas pas être en tutu non. Classique, non, pas du tout. ou même du modern jazz ou Alors autre. Si, je fais une grosse formation pré-professionnelle, mais qui fera que tu vas devenir la pionnière. Alors, pas la pionnière, mais une des pionnières de l'effeuillage. Voilà, c'est ça. Alors ça, c'est en 2007. Oui. C'est l'effeuillage burlesque. Tout à fait. C'est le côté poppy-up. Alors, c'est le côté poppy-loop un peu aussi, mais c'est surtout le côté féministe. C'est le côté aussi où un peu, alors j'aime pas citer, mais bon, c'est quand même un peu leur baseline. Viens comme t'es, au McDo. Et là, c'est ça. Tu viens avec le corps que tu as. Et moi, je sors justement de la danse où à 47 kilos, on me dit que je suis trop grosse et que je fais pas 3 tours et que je suis pas assez souple et que je suis pas assez ci et que je suis pas assez là. Là, je viens avec le corps que j'ai, avec le physique que j'ai, avec cette grande cicatrice aussi sur le ventre que j'ai, que j'assume pleinement au tout début et puis après un peu moins, mais bon bref. J'ai le corset, j'ai les plumes dans les cheveux, j'ai le faux cul, j'ai les résis, j'ai tout. Et je fais ma première scène à l'Olympia. Alors avec un énorme groupe évidemment, le cabaret des filles de joie. Et je découvre et je mets un doigt et c'est fini, c'est terminé. Tu es happée. Ah bah totalement. Par cet univers-là. Totalement. J'arrive à Paris, moi mon plus grand, et puis en plus j'ai fait une grosse manigance à ma mère pour partir de Nice. Pour aller à Paris, voilà, enfin, et là je me retrouve là et je me dis ok, bon, bah, c'est ça et rien d'autre. Et c'est là où ma spiritualité revient. Elle a été un petit peu mise de côté pendant pas mal de temps, et tout d'un coup,
je sors de scène avec des retours de dingue, en me disant « Ah, t'as fait ci, t'as fait ça, et tout, machin, y en a. » Un jour, il y a même un metteur en scène qui me dit oh, « Mais le coup de la trompette avec le gant », et je le regarde, je fais « Mais que ?» J'ai fait ça, ok, ben je le note, parce que, en fait, je ne sais pas ce que je fais sur scène. C'est comme presque un état de transe. Ah bah totalement. Totalement. D'ailleurs, mon corps va gentiment me le rappeler à l'ordre, puisque bon, quand bien même je m'échauffe, voilà, je fais des trucs sur scène où en fait mon corps est pas préparé. Je me jette sur les genoux, je lâche les chevaux totalement. Tout ce que tu ne pourrais pas faire consciemment. Oui, si tu décidais de dire tiens regarde, je suis capable de faire ça. C'est un peu ça. Et voilà, tu serais rouillé sur l'instant où tu décides décides de le faire. Ouais. D'ailleurs, ça m'est arrivé l'année dernière, un peu inconsciemment. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai claqué un grand écart. Faut plus faire ça. À 43 ans, c'est fini. Voilà. Donc je me suis fait un claquage à l'ischio-jambier. Je suis restée par terre en mode genre. Ok. Allez, si, je vais rester là. C'est ça. Je reviens. Je vais souffler. Oui, voilà. Hein, je reviens dans quelques temps. Mais c'est ça qui est beau, c'est que, ouais, à ce moment-là, c'est moi, quoi. C'est moi. Cette spiritualité-là, quelle est d'ailleurs, ta définition de la spiritualité? Si tu devais donner une définition, c'est difficile, ça, comme question. C'est très, très dur, ça. Je pense que... Est-ce qu'une spiritualité, la spiritualité pour toi, c'est un état d'être, c'est une philosophie de vie, ce sont des perceptions, qu'est-ce que la spiritualité pour Aurélie? Alors, c'est pas encore une philosophie de vie. Je pense que ça sera dans la 3e partie de ma vie. Dans la femme sage. Ça va pas tarder d'ailleurs. C'est un rapport, c'est une communication. C'est des échanges. Avec là-haut, avec en bas aussi. C'est des demandes. Et puis parfois, c'est des connexions avec pas grand-chose. Juste avec un rayon de soleil, juste avec un oiseau qui passe, juste avec un pétale qui s'envole. En ce moment, on a des cerisiers, c'est juste sublime. Ça peut être des petits détails comme ça. Et après, il y a des rencontres, parce que là, tu te dis, ok, il y a des synchronicités qui sont juste, comme on peut dire, les planètes sont alignées. Il y a des rencontres phares. Et puis, je pense que, évidemment, on a tous une spiritualité, on a tous une ouverture au monde de l'invisible, on a tous une ouverture à la perception, à soigner avec ses mains, à ressentir, etc. Maintenant, il faut savoir se déconnecter du monde dans lequel on est happé pour se connecter au vrai, à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est pas grand-chose. Vous parlez du ressenti et de la communication et du contact avec le haut et avec le bas. Oui. Quoi, le bas? Le bas, c'est le monde d'en bas. Que tu perçois aussi? Oui. Et ça, alors je le perçois. Faut vraiment, que je ritualise beaucoup de choses, mais je le rencontre, et c'est là où je rencontre ma louve d'ailleurs, vraiment. Je la ressens depuis plusieurs mois. Je sens qu'il y a cet animal qui m'appelle, je sens que voilà, mais je ne la vois pas encore. Et je fais mon premier voyage chamanique, je suis enceinte de 5 mois. Et je descends, on fait 3 voyages pour descendre. À chaque fois, elle nous fait remonter, elle nous fait descendre. Et le 3e, je la cherche. Et là, tout d'un coup, je me trouve face à elle, en fait. Je me retrouve face à une bestiace énorme qui m'amène tout en haut d'une montagne. Et tout d'un coup, je me retrouve avec mon enfant dans les bras, avec ma louve à côté. Un peu comme, je sais pas si tu vois le film La Crise. Voilà, où il monte pour voir se lever de soleil. Et ben, la même. Exact. Et d'une sérénité incroyable. Et en fait, quand la chamane nous fait revenir, je suis totalement déboussolée et je vais la voir, je veux pas rentrer. Elle me fait, mais tu veux pas rentrer où? Je fais, bah déjà, je veux pas rentrer au Havre, parce que ici, je suis vachement bien. J'étais en Auvergne, tu vois, il faisait beau, enfin, c'était génial. Et en fait, j'étais tellement bien là-bas. Et elle me dit, bah, tire-en des leçons. Et j'avais besoin de peace. J'avais besoin d'être calme, d'être... Est-ce que tu comprends tout de suite que c'est ton animal totem? Oui, bien sûr. Bien sûr, elle me saute dessus, elle me lèche partout, on se retrouve là. Enfin, c'est une connexion incroyable. Et maintenant, elle est peinte sur mon tambour. Et celui qui m'a aidé à créer mon tambour l'a peinte
et a peint un totem de peuple autochtone du Canada, de petits loups. Et quand il me l'a donné, il m'a dit « It's your son ». C'est ton fils qui danse avec toi. Genre, waouh. Waouh. Ça veut dire que dans ce voyage chamanique, tu vois le petit garçon que tu vas avoir? Alors, je ne vois pas le petit garçon, je vois un enfant. Et à ce moment-là, je suis persuadée d'avoir une fille. Sûr. Voilà. Tout est raccord. Tout est raccord, nickel. Non mais, en fait, tout est raccord, oui, puisque quand j'ai l'âge de penser à avoir des enfants, d'ailleurs, cette pensée va me quitter à un moment donné quand je suis au top de ma carrière et que je dis non, mais moi, je ferai du burlesque toute ma vie, j'aurai pas d'enfants, etc. Machin. Mais quand je suis en âge de penser d'avoir des enfants, je dis moi, je veux un garçon en premier. Parce qu'on n'est que des filles dans cette famille et que je veux un garçon. Et quand je suis enceinte et que je perds ma maman, je me dis, ça sera une fille. Je ressens une fille. Tout le monde me dit, c'est une fille, machin, gna, parce que je vais transcender la relation un peu peurée que j'ai eue avec ma mère. Bullshit. Là où ils ont très bien entendu, tu veux un garçon, très bien. Eh bien, tu auras un garçon, ma chérie. Il n'y a pas de souci. Et donc, d'ailleurs, le jour où on fait l'échographie pour le sexe. Et on te dit que c'est un garçon. Ah bah, il a pas hésité. Hein. Je pense qu'il en a eu ras-le-bol d'être appelé ma fille pendant des mois. Il nous a mis le cul sur la photocopieuse. C'est la première image qu'on a eue quand on a posé le. On fait genre bah là on peut pas se louper. Ouais, c'est un petit gars. C'est un petit gars. Voilà. Tu parlais de ta seconde partie de vie qui a déjà démarré. Ma seconde partie de vie, oui, elle a démarré. Alors, je peux dire que même j'en suis à la 3e, je pense, et que la 4e encore, je me rajoute un petit peu. Ah, c'est celle-là dont tu voilà, parlais. C'est-à-dire que moi, j'avais fait 2 grands chapitres, la vie d'avant et puis voilà. Et donc là, tu es sur ta 3e partie de vie. Voilà, parce que la 2e partie de vie, c'est après cette opération qui effectivement change la donne. La 3e partie de vie, c'est la maternité, on conteste. Et la 4e, bah, ça sera, voilà, comme je disais tout à l'heure, la femme sage. Que tu cherches à être ou que tu es? Je le suis pas tout de suite, pas encore. Je pense que je mets ça en rapport aussi avec les cycles et peut-être la ménopause aussi, que je vois arriver comme quelque chose qui va enrichir encore une fois la femme que je suis. Je le vois comme un passage. En fait, aujourd'hui, c'est ça qui est magique avec et le travail de la spiritualité et les rencontres que j'ai pu faire, c'est que et puis bon bah effectivement ce passage de deuil qui continue à se faire parce que tous les deuils se sont enchaînés trop vite pour que je puisse engrammer les choses correctement. Mais c'est ce qui fait qu'aujourd'hui je ne subis plus. La dernière chose que j'ai vraiment subie, c'est mon postpartum. C'est ma dépression postpartum qui a duré 15 mois, qui a été un enfer sur Terre. Et aujourd'hui, je me dis, ok, là, je pense que là, t'as vraiment touché le fond du fond du fond, quoi. Postpartum, qui est donc cette dépression qui arrive après la naissance. Ouais. C'est pour qu'on essaie, parce qu'il faut le vivre pour le comprendre. C'est un burn-out de la maternité. C'est un peu un burn-out de la, de l'après-maternité. Ouais. C'est déjà c'est une résultante de la fatigue extrême, du non-accompagnement des jeunes mamans, parce que moi je suis isolée à ce moment-là, j'ai plus mes parents, je suis dans une ville que je ne connais pas, je n'ai pas de famille, je n'ai pas d'amis. Un papa qui fait ce qu'il peut, mais qui est restaurateur, donc autant te dire qu'il rentre à 22h. Et quand il rentre, il est crevé entre 2 services, et moi je fais genre tiens, je prends une douche. Voilà, on est dans un tsunami total, et se rajoute en plus, mais ça c'est évidemment c'est une étape que toutes les femmes ne connaissent pas forcément, et Dieu merci, ce confinement qui a été la goutte d'eau, alors là, le pompon sur la Garonne, tout ce que tu veux. Parce qu'à ce moment-là, je me dis, je vais peut-être remonter sur scène au mois de mars. Ça peut être cool. Voilà, terminé. Et là, ça me plonge dans quelque chose qui est encore plus abyssal, quoi. Cependant, à ce moment-là, j'ai commencé mes formations d'énergéticienne et de thérapeute holistique et également de coach. J'allais te poser la question parce que Aurélie, quand on t'écoute depuis tout à l'heure, et ton parcours de vie est juste est passionnant, on se demande qui tu es en fait.
Est-ce que tu es une artiste? Est-ce que tu es une coach? Est-ce que tu es une athlète? Parce que pour être une danseuse, il faut être athlète. Est-ce que tu es coach? Est-ce que tu es thérapeute? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois. On aime bien en France mettre bien sûr, les gens évidemment, dans des cases. des étiquettes, on aime beaucoup. Et moi, on m'a toujours mis dans une case et c'est pour ça que j'ai voulu en sortir. C'est pour ça que tu veux en sortir. Bon, et c'est pour ça que je te pose la question là encore une fois. Alors, je te en remets revanche, dans une case. La case athlète, tu peux la retirer tout de suite. Parce que, non, mais la danse, c'est quand même de la performance physique. Alors, c'est une performance physique, certes, mais moi, je me suis toujours vue un peu, alors pas comme une impostrice à ce niveau-là, mais je suis plus dans l'acting que dans la performance physique. D'accord. Je monte pas la jambe ici. Voilà, je ne fais plus de grand écart. La preuve en est, c'est quand j'essaie d'en faire un, je me blesse. Voilà, j'ai de nombreuses amies performeuses qui, elles, sont des athlètes, des vraies athlètes, ça y a sans conteste. Moi, je suis plus dans l'acting, je suis voilà. Dans le jeu. Dans le jeu, dans l'interaction avec le public, évidemment, puisque je suis organisatrice, productrice et présentatrice de shows, entre autres. Et je suis devenue effectivement coach et thérapeute holistique parce qu'il y a eu rencontre, évidemment. Il y a eu avec des gens passionnants. Tu parles d'Arnaud Rioun, Martin Latulippe, David Lefrançois, Chloé Bloom, tous ces gens qu'on a reçus d'ailleurs ici. Exactement. Et tous ces gens-là Et puis au bout d'un moment, moi, je fais des stages avec Arnaud et puis là, je suis dans son groupe de congruence de coach et thérapeute. Donc il y a plein de choses qui... Et puis un jour... un de ses coachs me dit « Mais Aurélie, en fait, tu es coach et tu es coach depuis longtemps, puisque en enseignant les feuillages burlesques, j'amène les femmes à se questionner sur leur féminité, leur sensualité, à se réapproprier leur corps. Donc, quelque part, au-delà d'apprendre une chorégraphie et de retirer des gants et de jouer avec un boa en plume, j'apprends la confiance, l'estime de soi, qui pour moi sont quand même deux choses différentes. Mais je réenclenche ce truc-là, de prendre le pouvoir aussi sur son corps et de se dire, ok, est-ce que je passe ma vie à me regarder mon petit bout de gras, mon petit Batman qui ballotte, ou alors je me kiffe. Et petit Batman. C'est les petites ailes de Batman, tu sais, passer un certain âge. On me l'avait jamais fait, celle-là. J'ai des ailes de Batman. Et oui. Eh ben oui. Il y a des techniques, tu vois, clac, là ça se voit plus, là ça se voit, là ça se voit plus. Mais en tout cas, voilà, est-ce que tu vas passer ta vie à te regarder la moindre ride et te dire, oh là là, c'est la cata. Et en même temps, t'as le droit d'avoir des jours avec, t'as le droit d'avoir des jours sans. Moi, j'ai eu des jours sans après la maternité, quoi. Où je regardais mon corps, où je me suis dit, wow, ok, d'accord, chaud, quoi. Je rentrais dans plus aucun costume, ça c'était un fait. Et puis aussi, il y avait eu le traumatisme de l'accouchement qui s'était pas du tout passé comme je l'avais prévu. Donc on me dit, voilà, t'as une âme de coach, t'es déjà coach. Et là, je me dis, ok, c'était pas prévu au programme en fait que j'aille dans cette. Au début, je l'accepte. Je sais pas, parce que en même temps, bon, je l'entends peut-être d'une oreille, voilà. Il y a ce côté impostrice où je me dis, je sais pas. Thérapeute holistique, pourquoi pas? Parce qu'effectivement, je soigne avec les mains depuis longtemps et je canalise depuis longtemps. Et donc là, ça revient. Coach, je sais pas. T'es quand même consciente d'avoir toutes les cartes quand même. Hein. Ouais. Oui, bah oui. Coche un peu toutes les cases. Hein. Mais bon. Entre la canalisation, les perceptions, les ressentis, l'intuition plus, un petit tour avec un voyage chamanique. Oui, qui te fait bien totalement comprendre que, voilà, bien comprendre d'où tu viens et en tout cas, quel est ton animal totem. Mais des fois, voilà, ça va, ça vient. D'ailleurs, même là, en ce moment, là, ça fait un petit mois que tout est remis à plat, quoi. Repars dans le doute? Je repars un peu dans le doute, ouais. Je repars un peu dans le doute et j'ai envie de remettre à plat pour savoir vraiment qu'est-ce que je vais aller encore tirer pour revenir un peu à l'essentiel. Tu vois ce que je veux dire? C'est que j'ai une de mes coachs qui m'a appelée la guerrière de lumière il y a 3 semaines. Elle m'a dit elle a le droit de se reposer. Et je lui ai dit ouais, c'est vrai. Je me repose pas, c'est vrai, je me repose pas assez. Et elle m'a dit, en fait, là, c'est le moment de repos pour pouvoir ensuite ressortir des choses encore ou nouvelles ou alors encore plus, mieux, quoi.
Quand tu es dans cette phase de doute dans laquelle tu te trouves là, depuis quelques temps, pourquoi tu fais cette émission alors? Alors parce que j'ai signé bien avant d'être dans période de doute. Où Je m'attendais à un truc hyper spirituel, tu vois, ou au cœur du développement personnel. Non, j'ai juste signé avant et donc je voulais pas me désister. Non, parce que je me suis dit ça va, c'est certainement le petit coup de pied aux fesses dont j'ai besoin pour remettre. Tu sais, c'est comme ne plus aller sur scène pendant un petit moment et puis après quand tu remets le pied sur scène, tu fais genre ouais, c'est vrai que c'est bon quand même. Donc, qu'est-ce que tu préconises aux femmes que tu accompagnes? Quel est le premier discours que tu leur tiens quand elles te disent mais moi j'ai pas confiance en moi je n'ose pas, moi je ne m'aime pas? Alors la première chose que je dis, c'est que déjà, je vais être un peu vulgose, mais c'est des idées à la con. Parce que c'est le mental qui a été c'est ancré, hein. Ouais, c'est ancré comme on disait au début, voilà, par l'éducation, par ce que tu as reçu, voilà, par l'amour aussi de tes parents, par ce qu'ils attendaient de toi, et puis la société aussi, et puis parfois ça vient pas des parents, ça vient d'un prof, ça vient de grands-parents, un oncle, une tante, ou un événement, je sais pas moi, à l'école, n'importe quoi, et de pas grand-chose parfois. Et de pas grand-chose, mais bien sûr. Une petite phrase, une attitude, un regard peut bien sûr, provoquer ça. Bien sûr. Et moi, en tant que thérapeute, je vais aller vraiment, ok, alors d'où ça vient ça? Et puis des fois, ah oui, ah oui, ah oui, tiens, ah oui, c'est là. Et ouais, c'est là, c'est là. Alors sans essayer de trop induire, mais des fois ça part au quart de tour en fait. Et la petite graine est trouvée tout de suite. Donc non seulement je leur dis que c'est vraiment des idées à la con, mais qu'en plus elles vont y gagner quand tout d'un coup, elles vont sortir de ce schéma-là. Parce qu'en fait, c'est pas leur schéma. C'est pas leur histoire. Moi, j'étais dans une envie de toujours plus. Toujours plus, toujours plus, toujours plus. Parce qu'on projetait ça sur moi. Parce que ma mère projetait ça sur elle. Enfin, d'elle à moi. Elle a toujours rêvé d'être connue et reconnue. Voilà, moi, un jour, je lui dis, mais sois fière de moi. Elle me fait, ouais, enfin, bon, t'es pas Marion Cotillard non plus, quoi. Et tu sais qui je suis dans mon milieu, en fait. Chérie, Lily Darling, en effeuillage burlesque, tu sais qui c'est? Elle me fait oui, enfin bon, ça. Ok, d'accord. Et moi, ça me suffisait. Elle aurait préféré que je sois dans les dernières pages de Vogue, tu vois. T'es sûr que ça te suffisait ou est-ce que tu aurais préféré évidemment avoir cette reconnaissance de ta mère? Moi, ça me suffisait moi. Parce que c'est une souffrance quand même de ne pas avoir la reconnaissance de cette maman. Alors. Qui ne te reconnaît pas en tant qu'artiste proprement dit. En fait, si tu veux, j'étais à un stade de mon travail personnel où j'avais lâché, en fait. Tu sais quoi? Reste avec tes névroses, reste avec tes réflexions qui, effectivement, en fait, me font du mal, certes, mais te font plus de mal à toi. Très clairement. J'étais à ce stade-là quand elle m'a sorti ça. Ça, vraiment, c'est un truc que tu ressens à ce moment-là? Ah oui, oui, oui. Tu es capable de dire ça et de le dire en conscience et de le ressentir vraiment? Oui, parce qu'à ce moment-là, je lui ai dit, mais qui te dit que j'ai envie d'être Marion Cotillard? Et c'est là où elle me dit, oh, bon, ça, je lui dis, non, non. En fait, qui te dit? Moi, je suis très bien, je suis Aurélia Arnaudot, chérie Lily Darling, et tout va bien pour moi. Et ça me va. C'est la recherche qu'elle avait, c'était elle, en fait. C'était pas moi. Donc, ça t'appartient. Ah oui, ça t'appartient. Et je te le laisse volontiers. Je te laisse ta patate chaude. Il n'y a pas de problème là-dessus, quoi. J'en peux plus de me la trimballer. Et j'avais 32 ans. Hein. J'avais 32 ans quand ça se passe. Donc, j'ai du bagage derrière, quoi. Pour enfin lui dire, écoute, là, maintenant, zut. Hein, ça va aller. Sauf que ce truc-là, effectivement, bah, alors pas forcément de besoin de reconnaissance, mais après, ça a switché sur autre chose de ce que je disais tout à l'heure, c'est une pression de pas devenir comme elle en tant que maman. Et ça, c'est là-dessus aussi que je travaille en ce moment. C'est sur cette rivalité un peu de j'ai pas envie de faire comme toi et je vais tout faire pour faire comme toi. Mais en fait, ma mère elle a fait ce qu'elle pouvait avec ce qu'elle avait et c'est ok. Donc c'est ça aussi, c'est remettre de la douceur sur son histoire personnelle. Donc on revient à ta question, c'est accepter que les parents, entre autres, ils ont fait comme ils pouvaient. Sauf que maintenant, aujourd'hui, c'est ta responsabilité de rendre
tu rends, tu récupères, tu gardes. Et tu transcendes. Tu transcendes. Moi, j'ai transcendé tellement de choses et je vais continuer parce que c'est le travail de toute une vie. Hein. Je dis pas que ça y est, je suis arrivée, surtout pas. Ouh là là, jamais de la vie. Jamais de la vie. Les gens qui me disent non, mais moi, c'est bon, j'ai traité ça. Ah ouais. Alors, on va parler de ça. Ah oui, c'est vrai que non. Voilà. Voilà. Donc ça peut effectivement, ce jour-là, quand je lui dis ça, c'est ok pour moi, mais ça va peut-être jouer ailleurs quelques années plus tard. La preuve en est, c'est que là. Comment savoir si on a définitivement tourné une page de notre histoire ou pas? Alors définitivement, moi je suis pas pour le fait de j'ai définitivement tourné la page. Ça fait partie de l'histoire. Donc c'est comme un bouquin. Tu peux y revenir en fait. Okay, sauf que tu y reviens avec des ressources que tu as obtenues avec d'autres expériences peut-être similaires ou que tu es allé chercher à l'intérieur de toi. Il y a un rituel comme ça en danse médecine qui est magnifique. C'est tu danses un trauma que tu as choisi, d'accord, avec lequel tu t'es ancré, t'as canalisé. Tu danses dans le présent avec ça. Donc tu récupères toutes tes ressources dans ton corps au présent. Tu fais quelques pas de recul, tu pars dans le passé, tu revis ce truc-là. Ok ? En ayant ces ressources du présent. Ensuite, tu reviens dans le présent, tu repars dans le futur et tu te tournes. Enfin, c'est tout un truc. Mais tu ressens dans ton corps les ressources, d'accord, les petits tips, si je puis dire, que tu as eu, que tu as engrammé en toi pour pouvoir switcher, pour pouvoir te dire, OK, ça m'a servi à ça. Moi, j'ai eu une expérience un peu dramatique quand j'avais 21 ans. J'étais en couple, sauf que j'ai subi un viol conjugal. Et j'ai pas pu mettre le mot viol avant des années, puisque ça n'existait pas pour moi, un rapport non consenti avec la personne avec qui j'étais, c'était pas un viol. Cependant, vu comment ça s'est passé, bon, mis la puce à l'oreille, mais j'étais jeune. Bref, et c'est un trauma où j'ai pu aller chercher plein de ressources au fur et à mesure. Et à chaque fois, je me disais, je me disais la même, non mais c'est bon, c'est passé. Et puis des fois, ça revenait. Je disais, mais c'est pas possible, j'ai bossé. Non, va voir un peu. Et maintenant, tu y retournes avec d'autres ressources. Armée. Ouais. Ah ouais. Les guerrières de lumière, c'est marrant. Et de plus en plus, et en fait, maintenant, j'ai plus peur de retourner sur certains traumas. Avec les ressources. Par exemple, le décès de mon papa, ça a été très, très difficile parce que mon papa avait un Parkinson depuis plus de 20 ans. J'étais à La Rochelle à ce moment-là, donc il était déjà en maison, etc. Et je jouais 6 jours sur 7 au théâtre à ce moment-là, puisque j'étais revenue sur mes premiers amours, le théâtre. Et en fait, on m'appelle et on me dit qu'il a fait une fausse route et que... Voilà. Donc je débarque de La Rochelle à Nice. Et les médecins me disent « Allez lui dire au revoir parce qu'après, c'est sédatif et morphine, il vous entendra plus. » On est bien d'accord. C'est vos croyances. Et en fait, je reste à son chevet pendant 3 jours avec ma sœur. On n'a jamais été tactile avec mon père. Hein. On n'a jamais été... c'était quelqu'un de très pudique. Parce que amour de maman, jamais eu. Sauf que là, vraiment, ces 2 filles collées à lui, etc. Et sur le dernier jour, il est devenu tout chaud, alors qu'il était plus là, enfin, pour les médecins, quoi. Et en fait, ce 3e jour, je fais des choses, me connecte à lui, bref, pas trop dans les détails non plus, ça me prend pour une perchée. Mais je lui dis, papa, c'est ok, en fait. Tu peux partir. Tu peux y aller, je reviendrai pas demain, parce que là, je te sens, en fait, dans le sud, on dit tantarougne. Tantarougne, c'est vraiment ces têtes dures. Donc, tu décideras de partir quand tu veux, cependant, moi, demain, je ne viens plus. Je ne viens pas. Parce que c'est ok pour moi, tu peux. Il peut sembler dur, hein. Oui, mais c'est dit dans l'amour, là, je le balance un peu sèchement, mais c'est dit avec beaucoup d'amour et j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai tout nettoyé. T'es attendu, t'es accueilli, tout va bien. Mais c'est toi. Tu vas quand tu veux. Et il est parti dans la nuit. Et le lendemain matin, je me suis réveillée avec conjonctivite à l'œil droit. Mon père était ophtalmo. Le côté droit, on dit que c'est le côté du masculin. Wow. Il a rendu visite à ma sœur la nuit, justement, suivante.
Et en fait, le décès de mon père a connecté chez moi une ressource qui, en fait, tout d'un coup, je me suis dit, mais c'est en rapport avec ta maladie, en fait. C'est la résilience. La résilience. Alors, j'ai été hyper choquée parce que quand on est allé à l'hôpital, ils l'avaient pas préparé. Donc, j'ai vu mon père dans un état où on n'est pas prêt, en fait, à avoir nos parents comme ça. Donc, j'ai été vraiment sous le choc, figée pendant pas mal de temps. Et après, j'ai tellement, et ça va être horrible, hein, ce que je vais dire, mais j'ai tellement attendu ce moment pour lui, qu'il s'en aille, parce que c'était tellement une souffrance pour lui d'être dans cet état. Mon père, c'était un chirurgien, il était ophtalmo, il adorait conduire, il avait un Parkinson que j'appelle psychotique, mais donc pas moteur, donc il tremblait pas ou quoi, mais c'était voilà, enfin, il partait dans des délires total. Donc non, en fait, stop, pousse, on va arrêter là. C'est pas moi de voir mon père dans ces états, c'était pas possible. Et il n'aurait pas aimé également que tu le vois dans cet état. Ah ben je l'ai vu dans ces états, je l'ai vu. C'est les aidants sont pas aidés, hein. Ça on pourra en faire tout un sujet, hein. Je veux dire, moi j'ai beaucoup aidé quand même avec ma sœur aussi, ma mère dans des moments très durs. Moi j'ai ranimé mon père un jour. Il s'est pété le nez sur le coin d'une baignoire et en fait il m'a fait un arrêt cardiaque. Et j'ai fait Pulp Fiction. J'ai fait des coups de qu'est-ce qui s'est passé, voilà, et les pompiers m'ont dit: «Vous avez sauvé la vie de votre père». J'ai dit: «Non, mais je veux pas entendre ça». En fait, je me suis mis en pilote automatique, j'ai fait ce que bref. Et cette résilience-là, ça m'a permis de passer pas mal de caps, dont la mort de ma mère. Mais quand on a des ressources, il y a des fois où quand on est au fond du fond, les ressources, elles sont là-haut, on essaye de faire genre on n'y arrive pas, quoi. Quand je suis en postpartum, enfin quand j'accouche en tout cas, et puis après, la résilience, le truc, le machin, quoi qu'est-ce où passer? Est-ce qu'avec tes parents, tu avais eu l'occasion de parler de l'après? De l'après, c'est-à-dire? De la vie après la vie? Non, ça on n'en parlait pas. On n'en parlait pas plus que ça. Mon père était quand même très, voilà, très cartésien, quoi. Scientifique. Enfin, scientifique. Pur. Cependant, sur sa fin de vie, S'interrogeait? Voilà, on s'interrogeait un peu. Maintenant, mon père parlait plus sur sa fin de vie. Et tu le ressens aujourd'hui? Ton père ou ta mère, tu les ressens? Oui, parce qu'il y a du boulot encore à faire avec moi. Alors même si, voilà, ça a nettoyé, c'est monté, tout va bien. Ils reviennent quand ça a besoin. Là, ma mère, elle est revenue il y a pas si longtemps, pour qu'on puisse travailler sur un truc. Papa, papa, quand je lui demande de me faire un petit signe dans les 3 jours, j'ai un petit truc, quoi. Et c'est chouette. Et puis, bah, au moment de Samhain, donc de Halloween, c'est la fête aux ancêtres, quoi. Ils sont tous là, chez moi, voilà. Tu les vois, tu les entends? Je partage pas mal de choses, je les ressens, et puis voilà, je fais tout un hôtel pour eux, voilà. Et puis bon, il y a pas que évidemment, mais c'est un peu la festa, quoi. Faut écrire. Faut écrire. Livre. Écoute, je ne sais pas. Si, il faut écrire son histoire. On verra. C'est passionnant, surtout pour la 4e vie. Oui, pour la 4e vie, ouais, que je sais pas. Ça va en tout cas, tu es dans cette 4e là. Pas encore. Je te dis, la femme sage, elle est. Mais tu y travailles. Voilà. Bon, tu y travailles. Le fait que tu te sois livré de cette manière-là aujourd'hui, c'est aussi une façon d'y travailler. Oui, bien sûr. Je pense. Hein. Et puis laisser aussi une trace pour mon fils. Oui, bien sûr. Aussi. Martin qui disait ça, qui racontait l'histoire d'un de ses amis et qui effectivement laissait des traces sur les internets, Martin la Tulipe. Donc voilà, c'est laisser une trace aussi à mon fils, de pouvoir se rendre compte aussi que le travail spirituel, le travail personnel avec un coach, avec un psy peut-être, parce que moi j'ai fait énormément de psy. De psychothérapie, j'en ai fait 6 pour trouver la bonne. Et puis au bout d'un moment, j'ai switché et je suis passée au coaching et je me suis dit mais oui en fait, parce que bon, j'ai apaisé, j'ai pardonné aux parents. Au bout d'un moment, bon, qu'est-ce que je fais de ça là? J'ai un truc,
Maintenant, je veux passer à l'action. Donc, j'ai besoin d'un coach. C'est ça la différence, je trouve, entre la psychothérapie et le coaching. Mais ça peut être... moi, il y a beaucoup de mes coachés qui sont coachés par moi et ont leur thérapie à côté. En tout cas, homme-femme, pour toi. Oui, oui, oui. Alors, j'ai pas beaucoup d'hommes, mais évidemment, j'ai plus de femmes, mais je fais les deux. Tu continues la danse? Bien sûr. Je suis professeure, d'ailleurs. Professeure des feuillages burlesques au Havre, où il n'y avait pas d'effeuillage, où le burlesque n'existait pas. Et je suis arrivée il y a 5 ans. Et quand on a pu réouvrir la culture, j'ai commencé à donner des cours et puis j'ai produit des spectacles. Et aujourd'hui, je suis carrément dans la programmation officielle du théâtre de l'Hôtel de Ville au Havre, où ils m'ont acheté, mon spectacle. Alors que 12 ans à Paris, aucun théâtre ne m'a acheté mon spectacle. Donc voilà. C'est passionnant. En tout cas, je te souhaite évidemment de trouver dans ton chemin de vie comme ça cet apaisement. Hein, que tout le monde d'ailleurs, on est tous en quête de cet apaisement-là. Ouais. Toi, tu chemines pour y arriver. Tu multiplies les expériences au travers de ton art, au travers de tes rencontres inspirantes, comme tu l'es aussi. Et j'incite évidemment tous ceux et celles qui ont envie d'être coachés, en tout cas qui ont envie de partager, parce que je suis convaincu que beaucoup de femmes et d'hommes d'ailleurs se retrouveront dans ce que tu nous as partagé aujourd'hui là. Ça parle à tout le monde. Toutes ces tranches de vie là que tu as évoquées, toutes ces étapes de vie parlent. Je pense que ce qui est essentiel, c'est de ne pas oublier que chaque expérience, en fait, a son... Sa raison d'être. A sa raison d'être, ouais, et à sa ressource. On a du mal, ça, à le comprendre parfois. Hein. Bah oui, ouais, oui. Je peux, moi, le premier, je me pose aussi plein de questions par rapport à ça. Oui, ben pourquoi? Bah bien sûr. Et donc? Bien sûr, ouais, et donc c'est quoi le message? Ouais, c'est ça, c'est quoi le message? Voilà, en permanence, là. Moi aussi. Genre, c'est quoi le but? C'est quoi là, le en message, fait là? Ouais, c'est quoi le but? Qu'est-ce que tu essaies de me dire? Qu'est-ce que vous essayez de m'inculquer, là? C'est ça. De me faire comprendre, en tout cas. Ouais. Danse avec la Louve, la libération émotionnelle par le mouvement. Alors même si vous n'êtes pas danseuse, même si vous n'avez pas envie de faire du burlesque, hein, bien entendu. Non, parce qu'il n'y a pas que. Il n'y a pas que ça, évidemment. Il y a le coaching, effectivement. Bien sûr. Voilà, direct, pur. En visio ou en présentiel. Tout à fait, évidemment, tout est complètement faisable avec Aurélie. Merci de t'être confiée. Merci à toi. Une bise au petit bonhomme. Avec plaisir. Le pirate d'eau douce. Oh oui, bah, c'est tout à fait ça. C'est un vrai pirate. Pirate d'eau douce. Ouais. Et puis, on mettra autour de cette vidéo l'intégralité des liens pour rentrer en contact avec Aurélie. Merci infiniment. Merci à toi. Et on se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Salut!